Notre chronique précédente sur le New Deal nous avait amené à nous interroger sur la justification de l'interventionnisme. Mais au-delà, il y a un personnage, c'est le président Roosevelt. Et Roosevelt est canonisé. Le mythe, en effet, pour prendre consistance, doit s'incarner, si possible, en un individu. Une heureuse conjonction va faire de Roosevelt l'icône parfaite. Il a pour lui la distinction. Il est démocrate, donc raisonnablement de gauche, ce qui signifie qu'il se situe par définition du côté du bien et de la morale. Atteint sévèrement de polio dans sa jeunesse, il a réagi avec énergie et dignité. Il est d'un commerce agréable, sans qualification préalable, mais a fait partie de l'équipe qui a gouverné sous le président Wilson. Mais d'abord et surtout, il est celui dont le nom reste évidemment attaché au sauvetage de la société libre entre 1940 et 1945. En conjuguant ces attributs, on obtient un portrait qui fait que mettre en cause la politique économique de Roosevelt est périlleux pour quiconque, puisqu'il incarne le bien, la vertu, le courage. Il est un levier d'autorité. Il est dans la même situation que le général de Gaulle. Ce sont des leviers de vertu et quiconque les met en cause est suspecté de bien mauvaises intentions. L'interdit, Roosevelt, le compte, le New Deal, déifié. Plus une situation est dramatique et plus la dramaturgie va revêtir une grande importance. Ainsi, les longues files de chômeurs, les fameuses photographies de Dorothea Lange, et encore, les 6 célèbres raisins de la colère de Steinbeck, sont autant d'images ou de lignes qui ont marqué à jamais l'imaginaire collectif. De même, le film tiré du roman de Steinbeck s'est imprégné dans les yeux comme une sorte de vérité incontestable de ce qu'a été la crise de 1929. Et tout cela est vrai. Mais là où on entre dans une interprétation erronée, c'est lorsque l'origine de ce désastre et de ces misères est attribuée au fonctionnement du marché, c'est-à-dire du libéralisme, et par extension du capitalisme. Par contraste, cette désastreuse politique qui n'est sauvée que par le gong de la guerre va apparaître aux yeux de l'opinion publique comme ayant réussi, puisque lorsque le président Roosevelt arrive au pouvoir en 1932, le taux de chômage est de l'ordre de 20%. Lorsqu'il meurt en 1945, le taux de chômage est de l'ordre de 2%. Mais le tour de magie de Roosevelt est effectivement un tour de prestidigitateur. En 1938, après l'application des 2 New Deal, la production industrielle est en chute libre, d'un tiers inférieur à celle de 1929, et le nombre de chômeurs est de 17 millions, ce qui pour la population actuelle des États-Unis correspondrait à plus de 30 millions de chômeurs. Alfred Sauvy, qui fut à la fois un immense savant et le directeur de cabinet de Léon Blum au moment du Front populaire, c'est-à-dire pas vraiment un grand libéral, mais d'abord un savant, écrit. Les États-Unis et Roosevelt sont sauvés par un événement extérieur en mars 1938, quand l'Anschluss est décidé par Hitler. La mobilisation de 10 millions de GI créa bien sûr une pénurie de main-d'œuvre, et la reconversion quasi intégrale de l'économie vers la production d'armement donna un emploi à tous. Quant à l'idée que ce fut la base de la remarquable prospérité des années 50, dont les fondations reposeraient sur le New Deal, c'est oublier que le président Truman démantela l'essentiel du dispositif dès l'après-guerre. C'est que la vérité est bien différente. Aux origines de la crise de 1929, il y a non point le fonctionnement habituel des marchés, mais au contraire son viol systématique, bref, le triomphe de l'anti-système. Et là encore, les faits sont implacables. C'est ce que je vous propose de voir avec vous dans une chronique à venir.